Je vous propose peut-être de redémarrer pour ne pas perdre trop de temps et je vais redonner quelques consignes techniques peut-être en attendant que les uns et les autres se connectent pour que nous puissions reprendre cette journée d'études. Et donc, simplement en guise d'introduction, vous rappelez de bien couper les micros lorsque vous ne vous exprimez pas. Vous aurez tout à fait la possibilité de poser des questions dans le chat pendant les interventions ou à l'issue des interventions. Et nous avons prévu également des temps de discussion pendant lesquels vous pouvez prendre la parole simplement en levant la main. Je vous donnerai la parole. Je voulais donc remercier encore les intervenants et intervenantes d'être là aujourd'hui avec nous, ainsi que les interprètes qui nous accompagnent, et vous indiquer à celles et ceux qui nous rejoignent que les interventions se font en français et en anglais, mais que vous avez la possibilité d'avoir une traduction en cliquant sur le bouton d'interprétariat en bas de votre écran. Et pour faciliter le travail des interprètes, signaler simplement que dans cette table ronde, les 3 prochaines interventions seront réalisées en anglais. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette journée d'études sur la frontière franco-britannique ainsi que le lien avec la frontière belge. Je voulais simplement vous rappeler que ce matin, nous avions abordé les aspects historiques et législatifs relatifs au contrôle frontalier ainsi qu'à l'externalisation des frontières. Et nous avons parlé également de la criminalisation des exilés et de leur soutien, mais plus particulièrement des exilés. Et nous allons donc aborder dans cette première table ronde de l'après-midi des aspects qui concernent la délégation du contrôle et le rôle des entreprises privées. Cette table ronde a pour objectif d'examiner justement les différentes manifestations de l'externalisation du contrôle et de la frontière, qu'il s'agisse des sanctions aux chauffeurs de transport jusqu'au rôle joué actuellement par des entreprises privées, y compris de surveillance. Et le recours, il faut savoir que le recours à des sanctions financières a joué un rôle clé dans cette externalisation des contrôles de l'immigration au Royaume-Uni, tandis que des sommes considérables ont été accordées à la France pour renforcer la sécurisation de la frontière, comme on l'a vu déjà ce matin. On a vu pas mal le rôle entre justement ces deux États, la France et le Royaume-Uni, pour sécuriser cette frontière. Dans cette table ronde, donc, nous discuterons de ces diverses formes de délégation de contrôle et ce que cela signifie en termes de responsabilité de l'État. Et pour la première intervention, donc Gunbo, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8, qui devait intervenir, mais qui est malade et qui est donc là, qui nous accompagne, qui pourra répondre à certaines questions. Mais son thème sera traité par Lucy Meiblin. Merci beaucoup, Lucy, qui est, je le rappelle, maître de conférence en sociologie à l'Université de Sheffield. Et elle va nous parler, on vous a déjà présenté ce matin, donc je redis simplement que vos recherches portent sur l'asile, sur les droits de l'homme, la politique publique et les conséquences du colonialisme, et vous avez rédigé plusieurs livres à ce sujet. Et vous allez donc nous parler donc dès maintenant de la délégation de la responsabilité des contrôles aux frontières vers des acteurs non étatiques, comme par exemple des chauffeurs de camions. Et vous allez nous reparler également de la redémarcation des frontières nationales et de ce que cela implique. La parole est à vous, Lucy Meiblin. Merci beaucoup. Thank you so much. Okay, I've put some thoughts together really at the last minute. J'ai dû préparer des idées assez rapidement parce que je ne savais pas que j'allais parler sur cette question. C'est vraiment aux dernières minutes. Donc, j'espère que cela va être suffisant. Je n'ai pas vraiment une liste des lois dans les différents pays ou beaucoup de détails historiques. Au lieu, je vais brièvement vous donner quelques idées par rapport aux manières dont les acteurs non étatiques sont impliqués dans les contrôles aux frontières. Je pense que Camille va pouvoir également répondre à vos questions par rapport aux lois françaises en ce qui concerne le transport, les sanctions, etc. Peut-être dans la boîte de discussion. Je sais que nous avons vraiment beaucoup d'expertise dans cette salle aujourd'hui, donc j'espère que je vais quand même vous donner des informations intéressantes.
Ces dernières années, la délégation des contrôles frontaliers à des acteurs non étatiques s'est étendue. Donc, pour bien comprendre la situation actuelle, nous devons comprendre ce que c'est la frontière. Donc, comme j'ai dit déjà ce matin, la frontière est un filtre. Donc, il ne s'agit pas d'une ligne à la limite du territoire où l'on rencontre des gardes frontières et l'on présente son passeport. La frontière peut être n'importe où. Donc, vous rencontrez la frontière lorsque vous présentez votre passeport, un entretien d'embauche, à un propriétaire ou pour obtenir votre permis de conduire. La frontière existe depuis longtemps à de nombreux endroits du territoire, mais les dernières décennies ont vu une prolifération des frontières. Cela a deux aspects. Premièrement, la délégation des contrôles frontaliers aux personnes qui pourraient transporter accidentellement ou volontairement des personnes sur un territoire. Donc, il peut s'agir des compagnies ferroviaires, des chauffeurs routiers, des compagnies de ferry, des compagnies aériennes également. Ces entreprises ne se soucient peut-être pas tellement de savoir si une personne voyage sans visa, mais du point de vue de l'État, elles sont parfaitement placées pour détecter ces personnes. Donc, ces transporteurs doivent avoir certaines incentives, donc une incentivisation pour vraiment encourager ces personnes à s'intéresser à ce travail de détection. Donc, la solution réside dans des sanctions à l'encontre des transporteurs, comme j'ai mentionné ce matin. Donc, les sociétés de transport sont tenues de payer des amendes si elles transportent une personne, sciemment ou non, qui n'a pas les bons papiers. Et les amendes infligées peuvent être très élevées. Elles ont tendance à augmenter avec le temps. Et elles s'accompagnent également d'une accusation de trafic individuel, donc d'être passeur, qui entraîne une peine de prison dans plusieurs pays. Donc, les mesures sont donc toujours plus nombreuses. En ce sens, lorsque nous pensons à un camion qui traverse le continent européen, nous pouvons considérer ce camion comme une frontière mobile. Il est devenu la frontière et le conducteur est responsable de la prévention des infractions à la frontière. Donc, il y a une pression croissante pour accomplir cette tâche avec diligence, ce qui incitera à l'utilisation des technologies de détection. La seconde type de contrôle, c'est la délégation de contrôle des frontières à des personnes à l'intérieur d'un pays. Donc, ce que l'universitaire Nira Yuval Davis appelle la frontière quotidienne. Donc, c'est une tentative de rendre la vie aussi invisible que possible pour les personnes qui n'ont pas le droit de rester dans un pays. Comment donc on fait le problème de quelqu'un? Nous introduisons une loi qui fait qu'ils enfreignent activement la loi s'ils louent, par exemple, un appartement à une personne en situation irrégulière. Et cela a certainement en Grande-Bretagne proliféré au cours des 11 dernières années. Nous avons déjà parlé de Theresa May, qui a introduit de nombreuses lois sur les frontières quotidiennes. Elle a expliqué qu'elle voulait créer un environnement vraiment hostile pour les immigrants illégaux. Donc, nous appelons ces lois l'environnement hostile. Et ce qu'elles impliquent en partie, c'est la frontière quotidienne. Donc, cette surveillance quotidienne des frontières implique un nombre croissant de personnes qui n'auraient normalement jamais eu à s'occuper de la surveillance des frontières. Donc, il s'agit d'identifier les personnes qui ont leur place et les étrangers qui doivent être expulsés. Il peut s'agir des écoles, des travailleurs sociaux, des propriétaires, des conseillers hypothécaires, d'universités, des prestataires de services de santé ou d'employeurs. Et cela crée bien sûr un environnement hostile dans lequel les gens ne peuvent pas vivre correctement. Ils doivent toujours vivre dans un état de découverte et d'expulsion imminente. Cela a été vraiment dévastateur pour les personnes qui sont soumises à ces lois et également pour les personnes qui pourraient se retrouver soupçonnées d'être une situation irrégulière. Ainsi, en Grande-Bretagne, cela signifie que la couleur de peau ou le fait d'avoir un accent étranger peuvent rendre les personnes cibles d'une surveillance. Ces individus doivent prouver donc leur statut. Cela produit un racisme systématique.
Il était affirmé également que cela crée une dynamique sociale néfaste au sein d'un pays. Les gens normaux commencent à être conscients des frontières et des limites quotidiennes. Ils sont plus sensibles à la question de savoir qui appartient et qui n'appartient pas au sens juridique du terme. Je voulais également parler des tendances croissantes de criminalisation des actions solidaires. Donc, les personnes qui aident les migrants, qui peuvent être migrants eux-mêmes, pas pour gagner de l'argent, mais pour aider des actes humanitaires. Mes recherches actuelles regardent ce phénomène et cette approche prolifère, surtout en France, où il y a des délinquants liés maintenant à ces idées de solidarité bien établies. Et donc, il y a vraiment des délits liés à cette facilitation, hein, à ce soutien aux migrants. Donc, les bénévoles reçoivent des conseils par rapport à la distribution des pliants. Il y a également les gens qui vont peut-être être pas si prêtes à être impliquées. Donc, il s'agit de la délégation des contrôles frontières aux personnes qui étaient même résistantes à ces contrôles au début. Je n'ai pas vraiment trouvé des preuves de l'impact de ces contrôles ou de ces facteurs juridiques par rapport à une diminution des actions solidaires. En effet, je crois que cela peut même augmenter des actions solidaires. Voilà un brin d'espoir pour nous. J'espère que cela va peut-être pouvoir même sensibiliser les personnes par rapport à la nécessité de vraiment résister à cela dans nos communautés, ou vraiment sensibiliser les personnes par rapport à l'exclusion. Voilà, je pense que c'est tout pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Je ne sais pas si Camille, vous souhaitez compléter maintenant ou plutôt plus tard dans... Du coup, ça a coupé. Ah. Je vais mettre un message dans le chat. Très bien, merci beaucoup. Donc, je rappelle à tout le monde que Camille, du coup, a des problèmes de voix et est malade et du coup, on fait une petite intervention à deux et on continuera via le chat. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais passer maintenant la parole à Dariush Sokolov, qui est chercheur et directeur à Corporate Watch, qui est un groupe de recherche indépendant qui soutient les personnes luttant contre le capitalisme et les grandes entreprises. Et depuis plus de 12 ans maintenant, l'un de leurs focus est le régime de la frontière britannique, comprenant la manière dont l'État et les acteurs du secteur privé travaillent ensemble et de concert sur les contrôles migratoires. Alors en 2018, Corporate Watch a compilé une grande partie de ses recherches et analyses dans un ouvrage intitulé The UK Border Regime. Et l'idée maintenant, c'est que Dariush puisse nous parler du rôle des compagnies privées et de l'infrastructure de sécurité dans le contrôle de la frontière. Et donc, l'intervention sera en anglais, comme toutes les interventions de cette table ronde. La parole est à vous, Dariush. Merci beaucoup. Thank you very much, Anna and Lucy. Merci, Anna. Merci, Lucie. Je vais maintenant essayer de partager mon écran. J'espère que cela va fonctionner. Juste un instant. Voilà. Parfait. Juste un instant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, je vais parler aujourd'hui des rôles. Oui. Des rôles du secteur privé. Je vais me focaliser sur Calais parce que moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé dans cette zone.
Mais je crois que nous devons absolument parler de cette idée de la frontière. Donc, nous allons parler des régimes frontaliers pour désigner les nombreux acteurs, relations et processus impliqués dans les contrôles frontaliers. Les organisations du secteur privé jouent toute une série de rôles, les fournisseurs de sécurité qui travaillent pour les gouvernements, mais ce n'est pas le seul rôle, peut-être même pas le plus important. Je voulais vraiment renforcer ce point parce que je pense que les États ont ce travail d'externalisation, mais je pense nous devons vraiment comprendre la complexité de la situation. Je vais donc parler de 3 rôles clés du secteur privé dans le régime frontalier de Calais. Donc, premièrement, l'idée de conduire et façonner le système frontalier. Donc, cela peut inclure les entreprises des médias et également l'industrie du transport. Nous devons donc parler de l'Eurotunnel, des ports, etc. Deuxièmement, nous avons la question des agents de la répression, donc des entrepreneurs de sécurité, des agents de sécurité, l'infrastructure physique, la technologie. Je ne vais pas parler beaucoup de ces aspects techniques parce que je pense qu'Antonella va rentrer dans les détails. Et comme Lucie a mentionné déjà, il y a également le rôle des agents de contrôle humanitaire, donc les ONG, les bailleurs de fonds. Donc voilà une grande question pour nous maintenant avec le problème d'une entreprise, Tuslove, qui a retiré son financement à Calais. Nous devons donc considérer vraiment le rôle clé des agences du secteur privé. Donc, premièrement, nous allons parler des médias britanniques. Voilà quelques exemples de ce qu'ils disent les tabloïds, donc les journaux populaires britanniques. Lors de la campagne médiatique sur le camp de la Croix-Rouge de Sangatte, nous avions vraiment vu une pression de la part des journaux comme le Daily Mail, le Daily Express. Excuse-moi, je crois que en fait ton diaporama ne s'affiche pas bien. On est toujours sur la première page. Est-ce que c'est normal? Je suis désolé. Can you see? Oh, We can see only sorry, the I'm first terrible. one. Nous ne voyons que la première diapo. Can you click on the number 2 on the left, maybe? Est-ce que vous pouvez cliquer sur la deuxième? This is fine. You saw that one before? No, not before. Just right now. Now we can Okay, see. sorry. Oui, ok. Très bien. Donc, je vais juste vous expliquer qu'il y a une représentation ici de ce régime en tant que monstre, en impliquant les différentes agences. Et est-ce que ça marche maintenant? Oui. Donc, les différents types de rôles du secteur privé. Et voilà les exemples de la couverture médiatique britannique. Je vais continuer maintenant. Je voulais parler des rôles des médias. Donc, ce cycle qui se répète à Calais, premièrement avec Sangatte, et puis avec, en 2008, une grande campagne par rapport à la jungle, par Thune. Et donc, il y avait l'extension des services de police à Dunkerque et à Boulogne. Et puis, en 2015, la campagne médiatique sur la jungle de Jules Ferry et les traversées du Eurotunnel. Donc, une nouvelle escalade des contrôles de la police, des clôtures de sécurité, etc. Et puis, en 2020, la campagne médiatique sur les traversées en petits bateaux. Donc, ce que nous voyons ici, c'est un cycle répété médiatique politique. Donc, les entreprises privées qui sont hautement impliqués. Then, can you see this one to the transport and Vous freight? pouvez voir cette diapo sur l'industrie du transport et du fret. Voilà, donc c'est un autre exemple des entreprises du secteur privé qui
pousse les gouvernements à mettre en place des choses. Donc, on sait que la route commerciale des Short Strait est l'une des plus fréquentées et des plus précieuses au monde. Ça traverse Calais, Douvres, mais aussi à partir de la Belgique et bien sûr l'Eurotunnel. L'Eurotunnel revendique plus de 25% de tous les échanges. Ça signifie qu'il y a des intérêts clés pour pouvoir contrôler et façonner cette frontière. Les entreprises de fret et les organismes sectoriels. Il y a les sociétés portuaires, la française et un mix de partenariats publics-privés, des banques d'investissement privées et des banques d'investissement. Donc Meridiam et d'autres infrastructures. L'Eurotunnel exploite le tunnel dans un cadre d'une concession de 100 ans, société anonyme anglo-française détenue par des fonds d'investissement mondiaux. Et il y a donc d'anciens politiques et des fonctionnaires au conseil d'administration à ces postes de direction. Le système de contrôle juxtaposé dans lequel les contrôles aux frontières britanniques sont exportés sur le sol français a été spécifiquement introduit en raison du tunnel sous la Manche. Alors, quel est le rôle du secteur de transport dans les contrôles frontaliers? Je pense que c'est une question extrêmement importante et intéressante. L'industrie du transport est naturellement favorable, au contraire, n'est pas naturellement favorable au contrôle aux frontières, bien sûr, parce que ça apporte des freins. Mais compte tenu de la forte pression médiato-politique, les contrôles anti-migrants sont inévitables. Les acteurs du transport cherchent à minimiser l'impact sur leur commerce, parce que plus il y a de contrôle, plus il y a d'impact. Cela inclut des demandes pour certaines formes de sécurité renforcée afin d'empêcher les mouvements illégaux. Et les contrôles de camions et les amendes sont mauvais, mais les contrôles de police et le périmètre sont acceptables si elles sont payées par l'État. On voit aussi donc la concurrence entre le port et Eurotunnel s'est traduite par une course à la sécurité parce qu'en fait, elles sont en concurrence l'une et l'autre. Donc, en exemple, en 2016, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites par Eurotunnel et ils ont été un protagoniste très enthousiaste à l'escalade de la sécurité. Ils ont développé leur propre force de sécurité prévue. Ils ont été subventionnés aussi avec des subventions publiques. Ils ont fait des commentaires anti-migrants dans les médias et les médias sociaux qui essayent de passer dans le tunnel de ceux qui ont essayé de rentrer dans le tunnel et les mettre en prison avec le lobbying de l'Eurotunnel qui travaille sur la criminalisation des migrants. Donc, c'est une question clé. Il y a aussi des agents non étatiques qui poussent ceci. Alors, les entreprises privées sont des fournisseurs pour l'État de façon très diverse au niveau du travail, agents de sécurité, des humains, des chiens pour les fouilles, équipements de technologie. Également, ils fournissent des infrastructures physiques, des murs, des clôtures, bâtiments, mais il y a aussi l'aménagement paysager, déforestation, inondation, démolition de sécurisation des camps. Ils sont engagés avec différents acteurs, certains avec le gouvernement britannique directement, à travers les zones de contrôle juxtaposées à l'intérieur du tunnel et des ports. Certains sont recrutés par le gouvernement français ou les autorités locales. Je pense que la France a toujours moins recours à l'externalisation du travail de sécurité que le Royaume-Uni. Et certains sont sur le secteur privé avec Eurotunnel et SEPD. Un projet qu'on a fait en collaboration avec Scarlet Migrant Solidarity et d'autres collègues. On a documenté tout ce qu'on avait. C'était en 2016-2017 sur les fournisseurs privés que nous connaissions. Ceci n'a pas été mis à jour depuis, donc j'ai malheureusement rien d'actuel. C'est quelque chose qui est à mettre à jour.
Ici, vous avez les 3 entrepreneurs, les 3 entreprises de sécurité britanniques. Certains opèrent sur les centres de rétention à court terme. Il y en a un à Dunkerque. Il aussi des contrats pour faire les contrôles et les fouilles à l'intérieur de, donc à Calais-Coquelles. Leur contrat, ils ont commencé à travailler pour le Home Office en 2011 et le contrat a été renouvelé en 2017. Maintenant, ça va arriver, le contrat se termine, donc on va voir si ce qui va se passer. Nous n'avons encore pas eu l'annonce de nouveaux contractuels. Wactel est une entreprise qui a été créée par à Dunkerque et c'est une entreprise qui va travailler avec des chiens et des maîtres chiens. Donc, ils font cette activité depuis 2010. Les contractuels du Home Office s'occupent de la plupart des centres de détention au Royaume-Uni ainsi que d'autres endroits au Royaume-Uni où ils opèrent, où ils offrent des infrastructures. Du côté français, ils opèrent pour gérer les centres de rétention et la sécurité là-bas. Jackson Fencing. Alors, qu'est-ce que c'est la Jackson Fencing? C'est un système de clôture qui a été mis en place autour de la jungle au départ, autour de l'Eurotunnel et des autoroutes. Donc, voilà la citation de Peter Jackson. Et peut-être certaines compagnies privées devraient réfléchir un peu à ce qu'ils font. Je ne crois pas qu'aucun de ceux d'entre nous qui travaillent dans le secteur de la sécurité ne souscrivent à l'idée de créer une barrière anti-migration, mais plutôt de fournir une barrière de protection et de défense qui sert à assurer la sécurité de tous. Donc, ils voient cette barrière et cette clôture comme quelque chose pour protéger les personnes. Et ils ne voient pas ça comme la continuation d'une crise humanitaire. Darius, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus lentement? C'est très bien, c'est très intéressant, juste pour qu'on puisse suivre avec l'interprétation. Parfait, merci. Mais vous avez le temps. Ne vous inquiétez pas. La dernière chose sur les contracteurs au niveau de la sécurité, il y a eu plusieurs contrats, plusieurs entreprises de sécurisation qui ont été poussées par les médias, les différentes interactions. Il y a beaucoup de contrats qui sont apparus, donc je voulais juste en parler ici. Donc, 385 millions de livres sterling d'ici la fin de l'année prochaine vont être mis en place. Ça comprend 200 millions sur le remplacement des patrouilleurs, 65 millions sur un contrat de 5 ans pour les agents de sécurité, pour les zones juxtaposées. C'est le contrat que Emma Skok a actuellement. 35 millions sur 5 ans pour les chiens. Alors, les chiens sont importants. C'est le contrat que Wactel détient actuellement. Ensuite, 25 millions d'équipements de scannage de fret, 22 millions sur ce qu'on appelle les Passing Millimeter Wave Imaging, c'est le remplacement des détecteurs. 8 millions de livres pour les drones. Et ensuite, tout ce qui concerne l'aviation pour le Joint Maritime Command, ça représente 6 millions de livres sterling. Donc, ce sont les dépenses du côté britannique par le ministère de l'Intérieur, mais bien sûr, ça ne comprend pas toutes les données. Ça ne comprend pas l'argent donné à la France ou Eurotunnel et peut-être le port de Calais aussi pour faire leur propre sécurité. Alors, je ne vais pas parler trop de la technologie et de l'armement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les armes de police et autres technologies utilisées dans la jungle de 2016. Et il y a un rapport international.
la dernière chose que je voulais mentionner, et pas de façon très détaillée, mais je pense que c'est un problème important qu'on doit regarder, c'est un problème où nous, on peut aussi, lorsqu'on travaille contre les contrôles, on peut avoir un vrai impact sur la façon dont on agit et les agents de contrôle humanitaire. Je ne dis pas que donner des repas, des informations n'est pas quelque chose d'inutile, bien sûr que non, mais il va falloir voir également ce qui est fait de la part des États et comment on peut agir là-dessus. Je pense qu'à Calais et dans d'autres régimes frontaliers, les contrôles aux frontières impliquent rarement la seule force répressive. Il y a généralement ce qu'on appelle des carottes, des incitations et des encouragements pour des mesures répressives. À Calais, ces incentives comprennent l'utilisation de la force pour bloquer physiquement, peut-être on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi, où ils utilisent les associations pour essayer de persuader les gens à quitter, à partir, sous prétexte qu'on va leur promettre des logements. Utiliser la distribution de repas aussi pour contrôler les espaces à Calais, et ça, c'est important, je pense. La façon dont les incentives aident à contrôler l'espace et les endroits où les gens se rassemblent à Calais est un gros problème depuis Sangatte. Les rassemblements des gens, c'est ce qui a déclenché aussi des scandales au Royaume-Uni. Les médias se sont impliqués et aussi en France, le maire de Calais s'est beaucoup exprimé en disant que les migrants salissaient la ville de Calais. Donc, il faut toujours essayer de contrôler ça et essayer de développer différentes stratégies. Avant 2015, il y avait des distributions de nourriture et de vêtements concentrées dans les zones sanctionnées de la vieille ville, la zone portuaire. Il y avait un site de distribution principal clôturé par la suite avec des barbelés, géré par des organisations caritatives reconnues. Et la police surveillait l'intérieur et c'était financé par l'État français. Tout ceci a changé en 2015-2016 lorsqu'ils ont ouvert le centre Jules Ferry à plusieurs kilomètres de la ville. Je pense que c'était grâce au travail de beaucoup de personnes qui essayaient de construire des interactions dans la ville de Calais. Et il y avait des squats centraux, malheureusement, qui ont été réprimés. Les gens se rassemblaient. Et ça a fait peur aux Français, je pense. Et ils ont essayé de pousser tout le monde en dehors de cette zone pour essayer de les envoyer dans des endroits isolés et en dehors de la ville. Ils ont interdit les distributions en ville. Ils ont dit aux migrants qu'ils pourraient s'installer, mais il fallait qu'ils soient en dehors de la ville et loin des gens. Ensuite, ils ont eu un acteur principal qui s'appelle La Vie Active, qui est une organisation caritative locale sans expérience de la migration. Et plus tard, vous avez les organisations caritatives britanniques qui affluent dans la jungle. Bien sûr, cette stratégie a complètement changé à cause des médias britanniques. Il y a eu l'expulsion de la jungle en 2016 et depuis, on a une situation où tous les campements importants ont été dispersés. Les gens ont été chassés dans des petits camps dispersés en dehors de la ville, donc en dehors de Calais. Après un procès, l'État paye La Vie Active pour installer des points sanitaires dans 3 endroits isolés près de l'autoroute. Ceux-ci deviennent donc les nouveaux points de distribution. Les associations viennent et ils distribuent des repas et des vêtements.
Les principaux acteurs humanitaires, principalement des organisations caritatives financées par le Royaume-Uni, le financement étant de plus en plus contrôlé par un groupe qui s'appelle Choose Love. Le chapitre d'après, suivant, donc je vais juste parler de quelques points. On a vu que ce financement est devenu un point assez compliqué. En mai 2021, Choose Love a écrit aux associations de Calais pour leur dire de ne pas distribuer de dépliants sur la sécurité en mer et pour demander une association au Royaume-Uni. Cette mesure a apparemment été prise à la suite d'un avis juridique. Puis, Choose Love a coupé tous les financements des associations caritatives de Calais. Donc ici, le cas de Choose Love met en lumière qu'il y a des cas où est-ce qu'ils suivaient les messages, est-ce qu'il y avait des incitations et des menaces, qui lient les acteurs étatiques et non étatiques qui visent les différentes informations. Je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Donc, c'est un problème qui se passe de manière générale dans tout le monde de l'aide humanitaire et pas que ce qui se passe à Calais. Les différentes incentives et les menaces qui lient les acteurs étatiques et non étatiques, les ONG, les associations caritatives. Donc, voici les ressources que je peux vous proposer sur des recherches qui ont été faites sur Calais, des choses qui ont déjà quelques années. Calais Migrant Solidarity, un blog. Vous avez des informations. Et voilà, je vous remercie. Je vais essayer d'arrêter le partage d'écran. Down the screen, normally. OK. Okay. Vous arrêtez en bas de l'écran le partage. Dariush, et merci beaucoup à tous les deux intervenants d'être revenus effectivement sur cette sur la notion de frontière et la manière dont la délégation la notion de frontière, la manière dont cette frontière se trouve finalement partout, et sur le fait également que la délégation du contrôle entraîne justement parfois des dérives importantes, et que tout cela en fait crée un véritable environnement hostile avec une frontière quotidienne qui implique des acteurs qui sont pas du tout et qui ne sont pas forcément ou qui ne sont jamais occupés de la question de frontières. Et comme vous le disiez, Dariush, également l'interaction entre des associations, entre l'État et puis des associations, et la manière dont tout cela s'imbrique. Mais nous allons revenir là-dessus, je pense, dans le cadre du débat. Je vais maintenant passer la parole à Antonella Napolitano, qui est chargée de mission et qui dirige et coordonne le réseau d'organisations partenaires de Privacy International. Et simplement vous rappeler qu'avant de rejoindre Privacy International, elle a été directrice de communication à la coalition italienne pour les libertés civiles et les droits, où elle a dirigé le programme de liberté civile de l'âge digital. Et par le passé, elle a également été éditrice européenne au Personal Democracy Media, couvrant plus particulièrement l'intersectionnalité entre politique et technologie. Et donc, Antonella, vous allez maintenant aborder la question de la surveillance comme contrôle frontalier et nous indiquer comment fonctionnent les nouvelles formes de technologie qui sont expérimentées dans la Manche, et surtout quels dangers représentent-elles. La parole est à vous, Antonella. Merci. Merci. My name is Antonella. I am the... Bonjour à tous, je m'appelle Antonella, je suis coordinatrice internationale. Pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, nous sommes basés à Londres et nous faisons des campagnes contre le gouvernement qui utilise la technologie et nos données. Nous travaillons avec des réseaux internationaux. Ils sont basés en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Pour l'objectif de cette présentation, je vais vous parler des recherches qui vont être concentrées sur le Royaume-Uni et
mais je vais faire référence à l'Europe et l'approche européenne, ainsi que certains exemples d'autres pays européens. Nous avons eu l'opportunité lors des dernières années de travailler avec le secteur de l'immigration britannique. Donc, on a appris à travailler avec eux. Nous avons déjà beaucoup entendu par rapport à l'externalisation des contrôles, ou la délégation des contrôles, Darius et d'autres intervenants précédents ont déjà mentionné comment cela se fait à travers de la technologie. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons assisté au déploiement d'un ensemble de technologies numériques dans le cadre des contrôles aux frontières et de l'application des lois sur l'immigration. Donc, les pratiques de surveillance et des politiques d'immigration basées sur les données conduisant régulièrement à un traitement discriminatoire des personnes et portant atteinte à la dignité. Comme Lucie a mentionné, les frontières ne sont pas seulement les frontières physiques que nous voyons, mais également cette idée de l'externalisation des contrôles et le transfert de la gestion des frontières vers des pays tiers et des personnes tiers. Nous travaillons également sur les politiques de l'Union européenne qui utilisent des fonds de développement pour externaliser les frontières, donc aux pays Balkans, au nord de l'Afrique également. Nous savons également qu'il y a des frontières numériques, donc nous pouvons parler des portails. Lucie a déjà mentionné l'environnement hostile, donc les frontières qui sont externalisées aux personnes. Mais il n'y a pas vraiment de scrutin public. Il y a vraiment des manques de contrôle juridique, un manque de considération des impacts sur des communautés migrantes. Nous avons déjà mentionné également les entreprises privées de sécurité qui fournissent des solutions, soi-disant solutions de surveillance et services au gouvernement pour également essayer d'affecter les reçus sur les contrôles des frontières. Nous pouvons parler de tous les différents types de technologies. Je vais parler ou partager le lien, un rapport publié récemment au début de cette année pour bien cartographier les agences impliquées et tous les types de technologies différentes. Donc, le partage des données, le suivi des réseaux sociaux, l'utilisation des énormes bases de données pour les données biométriques également. Juste pour vous donner quelques exemples de ce qui se passe, surtout au Royaume-Uni avec le secteur privé. Nous voyons maintenant, nous avons maintenant travaillé sur les technologies d'extraction des données des portables. Donc, même les données qui ont été supprimées. Donc, il s'agit de technologies vraiment intrusives, utilisées régulièrement par des forces de la police. Récemment, nous avons vu éprouver que ces technologies sont utilisées également par le Home Office dans le contexte des contrôles de l'immigration. Donc, ça fait un bon moment que nous travaillons sur cette question. By Times a récemment fait des recherches qui montrent le niveau de surveillance. Donc, entre 2019 et 2020, il n'y avait pas vraiment de politique officielle à cet égard. Il n'y a pas de sauvegarde pour protéger les gens. Il y avait une politique qui été introduite juste après cette recherche, mais le département va maintenant passer par une révision judiciaire sur cette question. Donc, il y a des documents qui suggèrent que les gouvernements utilisent vraiment des pratiques néfastes et j'ai déjà lu des rapports médiatiques, des documents qui montrent que des différentes organisations ont essayé d'aider les migrants à récupérer leur téléphone portable.
Donc, nous devons absolument considérer l'impact de ces technologies et la manière dont le gouvernement britannique essaie de vraiment augmenter ses pouvoirs par rapport à ces pratiques. Donc, il y a des centres policiers pour étendre les pouvoirs policiers, pour inclure également des prévisions liées à l'extraction des données de ces appareils. Les policiers impliqués n'ont pas vraiment des compétences pour bien comprendre et utiliser ces technologies. Donc, il y a vraiment beaucoup de discussions autour de la question du consentement. Mais en ce moment, il y a vraiment des préoccupations par rapport à l'utilisation de ces données et de cette technologie d'extraction des données. Donc, c'était une entreprise suédoise qui a fourni ces technologies à notre gouvernement, au gouvernement britannique, MSCB. C'est une entreprise qui était critiquée par le passé liée à la question de partager la technologie avec des organisations pour des utilisations vraiment problématiques. Donc, cette technologie permet aux organisations d'avoir des vrais pouvoirs d'extraction et des utilisateurs avec un niveau très minimum de formation peuvent utiliser ces technologies pour extraire des données, des portables et d'autres appareils. Il est très difficile de vraiment comprendre ce contenu et analyser ce contenu. Nous devons absolument considérer l'expérience des gens qui utilisent ces appareils qui sont très fréquemment perdus ou partagés. Nous ne savons pas vraiment beaucoup par rapport à l'utilisation de cette technologie. Nous savons que cette technologie est utilisée dans d'autres pays et il y a peut-être des lois dans d'autres pays comme en Allemagne, par exemple. Il y a des aspects juridiques de contrôle de l'utilisation de cette technologie. Il y a même des poursuites et des appels juridiques liés à l'utilisation de cette technologie, par exemple en Allemagne, mais avec GFF, qui est une ONG allemande qui travaille sur cette question. Donc, nous avons des exemples que nous pouvons utiliser pour bien souligner les problèmes autour de cette technologie et son utilisation. Nous savons qu'il y a des questions liées à l'inefficacité de ces systèmes également. Cela fait partie de la question. Donc, nous devons absolument considérer les questions autour des compétences. Et cela fait partie d'un contexte très flou, très confus, je pense, par rapport à cette idée d'externalisation aux acteurs privés qui sont assez résistants à la transparence. Ce système coûte cher également, plus de 2 milliards de livres sterling par an. Et donc, nous avons vraiment des pouvoirs assez étendus par rapport à cette surveillance. Dans notre rapport, nous avons essayé de cartographier ce travail. Nous savons que Home Office, UK Visas and Immigration, Border Force travaillent avec ces technologies et également l'unité des technologies numériques et des technologies, UNIPLE. Donc, c'est une unité qui conceptualise des services pour les autres départements et pour le gouvernement. Donc, avec à peu près 2500 membres de personnel. Cette organisation travaille surtout avec des entreprises privées de différents types, donc des entreprises militaires, BAE Systems, notre Promem, Raytheon, et des entreprises analytiques, d'analyse. Donc, IBM également, et d'autres entreprises plus petites qui probablement sont mal connues, pas connues de la plupart d'entre nous.
Donc, il y a des différents projets pour l'utilisation de la technologie numérique. Un système qui s'appelle Status Checking Project, projet de vérification des statuts, pour obtenir et partager des statuts d'immigration individuels en temps réel avec des utilisateurs autorisés, donc avec un lien vers des services publics et privés, donc en ce qui concerne l'hébergement, les services de santé, le soutien social, etc. Donc, il y a vraiment des bases de données énormes pour traiter de ces données biométriques et d'autres données de ce type personnelles qui sont partagées à travers les différents départements gouvernementaux et qui incorporent également ces aspects policiers, donc pas seulement aux frontières, mais dans la vie quotidienne des personnes, même après leur entrée dans le système d'immigration. Donc, ces rapports vous donnent plus d'informations par rapport à ces questions. Il n'y a pas vraiment des limites. Maintenant, il y a vraiment des idées assez novatrices autour du développement des satellites, par exemple, pour bien suivre des données. Il y a des questions autour de l'idée de vendre ces données aux autres agences. Les agences de renseignement travaillent également sur cette question. Il y a une surveillance qui utilise des signaux des satellites. Vraiment, les personnes qui sont prêtes à payer pour cet accès, comme les agences des frontières, peuvent avoir accès à une énorme quantité de données. Donc, cela est mal contrôlé pour le moment et cela est utilisé pour faciliter les poursuites contre les migrants. Il y a, je pense, deux questions clés associées à cette idée. Premièrement, la question de vraiment régler, contrôler les pouvoirs. Est-ce qu'il faut avoir une autorisation judiciaire pour pouvoir accéder à ces informations? Comment est-ce que cet accès est contrôlé? Pendant combien de temps nous allons vraiment garder ces données? Est-ce que cela peut en effet faciliter la question du traitement des dossiers pour rendre ces processus plus rapides? Voilà l'idée, mais je ne sais pas voilà, si c'est vraiment quelque chose de probable. Donc, nous devons absolument considérer l'implication des entreprises comme Horizon Technologies qui va lancer des satellites cette année. Peut-être qu'elle a déjà fait. Cette entreprise est également liée au gouvernement britannique. Il y a des technologies d'extraction utilisées également par Frontex, l'agence de l'Union européenne. Et ces technologies peuvent également examiner des portables, fournir des informations par rapport à la localisation des appareils et également identifier les utilisateurs des appareils connectés au satellite en collectant des données et en interceptant également le contenu des conversations. Donc voilà des technologies vraiment intrusives qui ne sont pas réglées pour le moment, pas contrôlées. Donc cela ne prohibe pas leur utilisation par les gouvernements. Donc, il s'agit vraiment d'une utilisation problématique pour essayer de procéder contre des personnes. Je ne suis pas vraiment conscient des derniers développements, mais c'est assez ce que nous avons vu, c'est que le Home Office a annoncé qu'ils allaient poursuivre contre les personnes qui traversaient la Manche, surtout les personnes identifiées comme passeurs, en suivant des informations de JCWI. Il y a vraiment des conseils de la part de notre service de poursuite. Et il y a une vraie implication de ces technologies. Ensuite,
Donc, cette question de la criminalisation des migrants doit être vraiment liée à l'utilisation et les intentions d'utilisation de ces technologies. Nous essayons donc de bien suivre le développement, mais nous avons du mal à établir vraiment du contact avec les entreprises et les personnes en question. Et également, la question de l'implication des données et des informations de la part du centre UK Maritime Association et le lien avec d'autres agences. Donc, où est-ce que nous sommes en ce moment? Pour conclure, il est très difficile de vraiment fournir des informations très spécifiques ou des conseils. Moi, je viens de l'Italie. J'habite au Royaume-Uni depuis 3 ans, mais il est assez inquiétant pour moi de voir les mêmes débats, les mêmes points de discussion qui viennent des politiciens, etc. 4 ou 5 ans après d'avoir assisté à des débats similaires chez moi en Italie. Donc, malheureusement, ces récits circulent toujours. Nous avons observé lors de notre travail avec des organisations, des journalistes, des chercheurs, etc., qu'il y a vraiment beaucoup de points incertains. Et nous devons essayer de bien découvrir plus par rapport à l'utilisation de ces technologies, par rapport également à la question de lutter contre ces grandes entreprises. Nous voyons au moins un débat maintenant autour de la question de l'utilisation de ces technologies. Nous voyons maintenant quelques appels, quelques tentatives de vraiment contrôler ces pouvoirs. Donc, j'espère que notre recherche va nous aider et nous voulons bien maintenir notre contact avec vous et vous aider dans votre travail. Merci. J'avais déjà une petite question pour vous à laquelle vous avez déjà répondu, qui est mais que pouvons-nous faire devant l'ampleur de ce qui est mis en place en termes de technologie et de surveillance, sachant que c'est bien le ciel qui deviendra la nouvelle frontière. Voilà, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait être répondu collectivement pendant la discussion que l'on va aborder. Peut-être que certains ont des pistes également sur des chantiers ou des projets qui permettraient entre guillemets, de contrer un peu la manière dont les technologies sont utilisées par les différentes autorités pour surveiller et contrôler les mobilités. Donc, nous pourrons parler de cela peut-être pendant la discussion. Alors, je vous rappelle, là, nous allons ouvrir une petite discussion d'environ 25 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou alors à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Et nous avons déjà eu 2 questions dans le chat que je vais répercuter tout de suite. La première est pour Lucy. Donc, la question était posée en anglais, mais je la redonne en français. Si davantage de personnes sont actives dans le domaine de la solidarité, la démographie de ces aidants a-t-elle changé en raison de la criminalisation accrue? Est-ce que la criminalisation ne risque pas de rendre cette solidarité plus blanche et plus risque? Donc, en d'autres termes, si je comprends bien la question, le fait aussi que de plus en plus d'exilés ou de migrants sont poursuivis et incriminés, est-ce que ça ne modifie pas le paysage de la solidarité? Ça, c'était une première question pour vous, enfin 2 questions pour vous, Lucie. Et juste Antonella, il y avait aussi une question pour vous qui était est-ce que vous avez des liens et des articles au sujet des nouvelles technologies utilisées à des fins d'extraction de données, qui est quelque chose avec un niveau supplémentaire, l'extraction de données. C'est vrai qu'on commence à avoir de la documentation là-dessus. Si vous pouviez partager cela dans le chat, ce serait très aimable à vous. Et donc, Lucie, est-ce que vous voulez bien répondre à cette question sur comment dire, les personnes actives dans la solidarité? Thank you, Anna.
Yeah, and just thank you to the other speakers. Merci Anna, merci à tous les autres intervenants. J'ai l'impression que l'argent est au cœur de tout ça pour les États, la façon dont les États travaillent, les multinationales, les entreprises qui font beaucoup d'argent grâce à ces procédés. Donc, pour répondre à la question sur les militants et la solidarité, je pense que c'est quelque chose qui arrive dans les recherches sur les crimes et la solidarité avec les différentes recherches qui sont faites pour un pays ou sur l'autre. On observe que même si on s'attend à ce que les gens soient impliqués, mais les recherches, il n'y a pas eu de recherche qui explore cette dynamique. C'est plutôt des commentaires et des observations qui ont été faites dans les études qui ont été publiées. Mais je pense que dans une vie humaine, rien n'est simple. C'est jamais noir ou blanc. Donc, je ne pense pas que ce genre de dynamique sera directe. Les gens vont être dissuadés. Est-ce que ça va être juste pour les migrants ou d'autres choses, d'autres répercussions? Je pense qu'il y a différentes dynamiques là-dessus. Bien sûr, les enjeux sont énormes pour les gens et pour les gens eux-mêmes, pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les implications personnelles, pour les problèmes et les cas et les gens qui sont des passeurs pour leur propre famille, comme on l'a mentionné plus tôt. Les gens sont impliqués malgré les risques. Et il y a des gens, vous savez, qui n'ont pas grand-chose à perdre et qui ne seront pas, qui n'auront pas de problème à le faire et à agir malgré les risques. Donc, je pense qu'après, ça va être spécifique pour chaque individuel, mais ce serait très bien de voir des recherches un peu plus précises sur la dynamique de ces moyens de dissuasion potentiels ou non dissuasifs, effets dissuasifs ou non dissuasifs, et de la criminalisation de la solidarité, voir s'il va y avoir un impact ou pas. Je réponds à votre question, Anna, n'est-ce pas? J'ai partagé dans le chat des liens que j'ai mentionnés dans ma présentation, mais j'ai aussi posté une analyse technique qu'on a fait il y a quelques années. Donc, les outils sont peut-être un peu différents parce qu'on l'a fait avec le travail qu'on faisait à l'époque, mais c'est juste pour vous dire, pour vous montrer à quel point c'est intrusif et comment ça peut marcher pour ceux qui veulent aller un peu plus creuser sur le côté technique. Donc, cette étude sera intéressante. Vous pouvez bien sûr aussi m'envoyer un message si vous voulez rentrer en contact. Merci. Donc, oui, nous enregistrons cet événement, mais évidemment, toutes les personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans cet enregistrement, on peut les couper ou vous ne mettez pas votre vidéo aussi, vous pouvez changer les noms. On fera un montage de toute façon pour cet enregistrement. Donc, voilà, on va le rendre à la fois public et à la fois celles et ceux qui ne souhaitent pas être enlevés. Alors, il y a 3 demandes de parole. La première, je donne la parole à Anne-Catherine. Je voulais juste réagir concernant le changement socio-économique de la solidarité sur l'exemple belge. En Belgique, nous avons des milliers de citoyens qui sont intervenus dans la solidarité par rapport à la question de la crise de l'accueil, spécifiquement sur les personnes en situation dite en transit. Si au départ, les profils socio-économiques des personnes qui se sont engagées étaient fort variés,
en fait, on voit tout de même qu'on a on va dire, une concentration sur les personnes qui ont des ressources dans les personnes qui interviennent au niveau de la solidarité. Ce n'est pas tant pour la question de la criminalisation, bien qu'on ait eu en Belgique un procès lié donc un procès on a appelé ça le procès de la solidarité, donc qui cherchait à criminaliser les hébergeurs, mais c'est plus sur des questions de ressources précisément, parce que le fait d'intervenir dans cet accueil citoyen est extrêmement coûteux, et coûteux évidemment sur la longue durée. Et donc, on a énormément de citoyens qui étaient impliqués dans l'accueil et l'accompagnement des personnes sans statut sur le territoire belge, qui ont dû mettre un frein ou parfois mettre un arrêt complet à leurs activités, faute de ressources économiques, je dirais personnelles. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Frances, tu voulais intervenir? Oui, merci. I'll speak in English. I had a Je vais parler question. en anglais. Alors, ça peut être une question pour les différents intervenants. C'était sur les transferts d'argent entre le Royaume-Uni et la France, peut-être la Belgique, mais je n'ai pas entendu parler des mêmes sommes d'argent transférées. Donc, c'était des incentives pour faire les contrôles immigration. Donc, il y a des délégations de contrôle, mais d'État à État, plutôt d'État à compagnie privée. Donc, je me demandais si certains d'entre vous avaient vu des recherches qui montraient le rôle des compagnies privées pour pouvoir pousser ces transferts et développer ces transferts pour que le travail qui doit être fait par la France soit fait par les entreprises privées. Donc, le rôle des entreprises privées qui poussent les États à déléguer les pouvoirs de contrôle aux entreprises privées. Merci. Merci, Frances. Le temps que certains pensent à la réponse. Si quelqu'un veut répondre à la question de Frances, n'hésitez pas. Darius, voilà. Yeah. Thank you. On that point, I'm not sure. Sur ce point, je ne sais pas trop, à part l'exemple vraiment d'Eurotunnel qui a été clairement impliqué dans les négociations et le transfert de la France vers des entreprises privées pour le financement. Peut-être certaines personnes pourront répondre à cette question. Donc, ce que je voulais dire, c'était sur l'autre question qui concernait la dissuasion à mettre en place de la solidarité. Pour moi, la grande question, ce n'est pas combien de personnes sont impliquées dans la solidarité ou les associations caritatives ou qu'est-ce qu'elles font. Je pense que le cas de Choose Love, où les fondateurs ont dit aux volontaires de faire et d'agir d'une certaine façon, ou dans d'autres cas, beaucoup de personnes qui viennent en tant que bénévoles et ils sont intégrés dans un système à donner de l'argent, à donner de la nourriture et ils ne remettent rien en question. Donc, je pense qu'il y a des formes de solidarité qui se mettent en place et parfois, vous savez, effectivement, c'est très contrôlé par les structures étatiques et la criminalisation et des pratiques a un effet très important, je pense, sur la solidarité, voir de qui fait quoi, les bénévoles et aussi qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Merci, Darius. Pour répondre à la question à Frances, je n'ai pas une réponse à ça parce que on a regardé voir ce qu'on avait dans ce domaine. Il n'y avait rien de spécifique, mais on a regardé s'il y avait des recherches similaires à ce qu'on avait fait au Royaume-Uni, en France, et je pense qu'il y a un élément qui dit que la France a beaucoup la France a beaucoup en fait d'entreprises qui sont privées publiques, en fait, des entreprises qui sont moitié publiques, moitié privées. Nous, pas dans le contexte Royaume-Uni-France, mais dans le contexte de ce que j'ai mentionné un peu plus tôt,
on a regardé le rôle des entreprises comme Civipol dans des pays comme le Sénégal ou des pays qui externalisent leurs frontières de formes différentes, très variées. Parfois, c'est un système de vérification identitaire biométrique, par exemple. Ça peut servir à faire des contrôles extériorisés. Et ça serait intéressant de regarder ce qui se passe pour ce type d'entreprise. Mais si quelqu'un a la réponse. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? Nous avons encore un petit peu de temps de discussion. Je vois qu'il y a des références qui sont transmises dans le cadre sur le chat. Merci beaucoup pour cela. Toute documentation qui est utile, merci beaucoup de partager ça dans le chat. Donc, s'il n'y a pas forcément de... Je sais pas, je veux empêcher personne de prendre la parole, mais vous pouvez aussi garder des questions pour après. Alors, on va peut-être interrompre cette table ronde maintenant et on va faire une pause, si vous voulez bien. Notre pause déjeuner est un petit peu courte pour les interprètes. Du coup, on va s'accorder une pause un petit peu plus longue maintenant pour leur permettre de reprendre leur souffle et avoir toute leur énergie pour la dernière table ronde. Donc, si vous voulez bien, là, il est 15h13. Nous reprenons comme prévu dans le programme à 15h40, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Et donc, on s'accorde une pause d'environ 25 minutes, si vous voulez bien. Et de toute façon, on aura encore un petit temps de discussion juste après. Donc, je voulais remercier encore les intervenants et intervenantes de vous être rendus disponibles ou d'avoir pris la place d'autres. On vous dit donc à tout à l'heure pour la quatrième table ronde qui portera, elle, davantage sur les voies d'action que l'on peut mettre en œuvre et sur le plaidoyer qui est engagé par certaines structures. Donc, nous vous disons à tout à l'heure, après cette pause, et nous reprenons à 15h40 heure française ou 14h40 heure anglaise. Merci beaucoup.